femmes, la fête du travail, etc. Bon, le jour de l'année où on a dépassé les limites de la planète, qu'on appelle l'Overshoot Day. Et cette année, l'Overshoot Day était en août. Ça veut dire que nous dépassons à l'heure actuelle tout pays confondu, alors qu'il y a des pays comme les pays d'Afrique, le Burkina Faso, où l'empreinte écologique est 1/10 de l'empreinte soutenable. Donc c'est une marge encore énorme. Seulement, il y a d'autres pays comme les États-Unis d'Amérique où l'empreinte écologique est de 10 hectares au moins, ou les Émirats arabes unis, parce que les Émirats arabes unis font du ski dans le désert. Voilà. Ça fait une consommation de première et d'énergie absolument colossale. Et donc, si tout le monde vivait comme eux, il faudrait 7 ou 8 planètes. Alors, grâce à l'assistance technique massive des pays du Sud, les pays du Nord peuvent se permettre de consommer un peu plus qu'une planète. Mais au total, tout de même, en moyenne, nous dépassons à l'heure actuelle de 50% la capacité de régénération de la biosphère. Alors, on comprend très bien que ça ne pourra pas durer longtemps. On voit bien qu'il se passe quelque chose avec les émissions de dioxyde de carbone et le dérèglement climatique, et qu'on a réussi déjà à perturber ça, mais il se passe aussi beaucoup de choses avec la disparition des espèces, avec la désertification, etc. J'ai parlé du premier rapport au Club de Rome, il y a eu un deuxième, puis un troisième rapport, très intéressant, probablement plus intéressant que le premier, c'est pour ça qu'il est passé inaperçu. À l'occasion du 40e anniversaire. 30e. Du 30e. 30 Years Beyond. Et Denis Meadows, principal acteur de l'affaire, explique très bien, ils ont fait 9 scénarios, bon, que tous les scénarios nous plantaient d'ici entre 2030 et 2050, 2070. 2070 dans les meilleures conditions, si nous sommes très vertueux dans les meilleures conditions. 2070, soit pour des raisons de famine, soit pour des raisons de dérèglement climatique, soit pour des raisons de disparition. La 6e extinction des espèces engendrée par nous et dont nous serions victimes. Le seul scénario qui permettrait de prolonger l'existence de l'humanité, c'est précisément le scénario de la décroissance, c'est-à-dire celui d'une frugalité volontaire, et par conséquent sortir de la logique de la société de croissance. Alors ça nous amène effectivement, cette logique, elle est inscrite dans les gènes de notre économie, appelons-la par son nom, économie capitaliste, dont la loi avait été très bien décryptée par Marx. Accumuler, c'est la loi et les prophètes. Accumuler, ça veut dire croître. C'est la croissance illimitée, l'accumulation illimitée, c'est la croissance illimitée, c'est le toujours plus, c'est la destruction, alors dont on voit à l'heure actuelle qu'elle nous amène déjà à une crise dont on n'a que les prémices, mais qui va croître et embellir. Alors cette démesure économique repose sur une construction, un ancrage anthropologique qui a été théorisé par les économistes sous le nom de l'homo economicus. L'homo economicus, une espèce de machine à calculer, qui calcule ses intérêts, toujours plus, en essayant de maximiser, comme disait l'économie, maximiser ses plaisirs et minimiser ses peines. Et pour maximiser, il faut en avoir toujours plus. Et pour que ça fonctionne, effectivement, il faut transformer à l'heure actuelle l'homme non seulement en chercheur de profit, mais aussi en consommateur illimité. Donc créer une nouvelle espèce, l'homo consumans, par l'addiction consumériste. Et ça marche très bien. Il suffit de voir qu'au moment des soldes, il y a des gens qui passent la nuit pour être là à l'ouverture du magasin pour acheter des gadgets, n'importe quoi, des choses parfaitement dont on pourrait parfaitement se passer. Et je ne parle pas des gens qui ont passé la nuit pour être sûr d'avoir l'iPhone 5 au moment de sa sortie. Bon, alors que l'iPhone 5 n'est qu'une version un petit peu modifiée de l'iPhone 4. Bon. Alors, enfin, on a les limitations
politique et culturelle qui accompagne cette logique. Au niveau politique, on voit bien la mondialisation et la perte des limites, qui s'appelaient les frontières, on détruit toutes les frontières, mais en même temps que se détruit les barrières qui formaient les identités nationales, régionales, locales, etc., en même temps, cette perte des limites horizontales entraîne une perte des limites verticales, en quelque sorte. C'est-à-dire que le pouvoir s'accroît non seulement en extension, mais aussi en intensité. Ce qui a été bien vu par un philosophe contemporain, Alain Badiou, qui parle du règne postmoderne de la barbarie du confort comme vide de l'idée, soutenu par une puissance de type illimité qui s'entretiendrait elle-même dans l'incommensurable de sa propre puissance. Alors on a eu des signes avant-coureurs avec les totalitarismes du XXe siècle, mais nous vivons dans un système beaucoup plus raffiné de totalitarisme, beaucoup plus soft, dont les récentes découvertes des pratiques de la NSA américaine voient que même sûrement ce que je suis en train de dire en ce moment est enregistré quelque part dans des satellites, se trouve dans des archives. Enfin, nous sommes surveillés, donc Big Brother, le meilleur des mondes d'Huxley, tout ça est largement dépassé. Je veux dire que Orwell n'avait pas réussi à anticiper à quel point, il ne se rendait pas compte à quel point personne ne pouvait anticiper. Nous avons déjà largement dépassé ce qu'anticipaient Aldous Huxley et George Orwell. Donc l'illimitation politique et l'illimitation culturelle, c'est-à-dire la destruction de toutes les cultures au nom de l'homogénéité. Ça, c'est très important et très grave parce que c'est un peu un piège. On me dit souvent, mais la mondialisation a des bons côtés. Vous voyez, on peut manger chinois, on peut avoir à côté de chez soi, voir des danses indonésiennes, etc. Vous voyez cet enrichissement multiculturel, etc. Bon, en fait, c'est l'homogénéisation planétaire, c'est la McDonaldisation, la Coca-Colalisation du monde, etc. Et c'est très grave parce que c'est la perte effectivement des identités et des repères qu'on essaye artificiellement d'ailleurs de gagner, parce que c'est la marchandisation des signes de différence à travers les tatouages et toutes sortes de gadgets de ce genre. Et c'est la destruction de la culture, parce que, et là c'est important, parce qu'on pense que ça serait très bien une culture universelle. Une culture universelle, c'est une contradiction dans les termes, car la culture ne peut exister que si elle est plurielle. Et par conséquent, c'est très important pour pouvoir pour maintenir un monde humain, et même un monde humain commun, de maintenir des différences. Parce que c'est l'application tout simplement du théorème de Gödel en logique. Il n'y a pas d'ensemble de tous les ensembles, il n'y a pas de culture de toutes les cultures. La prétention de la mondialisation d'être une culture de toutes les cultures, c'est une aberration, c'est une erreur logique. Et donc il est important non pas de maintenir des identités pour se replier à l'intérieur, mais de maintenir des identités pour pouvoir dialoguer et s'enrichir de nos différences. Et ça, c'est très important parce que c'est à travers ce piège, souvent, de l'uniformisation culturelle, de ce qu'on peut appeler la fureur universaliste, à travers l'imposition des droits de l'homme et de la soi-disant démocratie, qu'on est en train de détruire la réalité d'une société humaine plurielle. Bon, alors il est... Peut-être engager un débat. Tu ne veux pas me laisser finir ma deuxième partie. J'arrive à la deuxième partie. Ça... Bon. Important de retrouver le sens de la mesure. Retrouver le sens de la mesure. Alors, c'est ce qui a été détruit avec la modernité. J'ai dit, la modernité, au départ, c'est un projet fabuleux. C'était le projet
l'Aufklärung, les Lumières, hein, les philosophes du XVIIIe siècle, Voltaire, Rousseau, émanciper l'homme de tout cet arbitraire pesant de la tradition, hein, appuyé sur la transcendance, donc la transmission, les saintes écritures, etc. Donc tout ça, écrasons l'infâme, comme disait Voltaire. C'est vrai que tout ça était arbitraire. Hein. On changeait de loi comme de chevaux de poste, disait Voltaire, etc. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur en delà, disait Pascal, et tout ça. Et donc, ils avaient raison de remettre en question tout cela. Le problème, c'est qu'ils pensaient, ils avaient le culte de la nature, ils pensaient qu'il fallait retrouver la nature et que la nature donnerait des règles. Malheureusement, la nature ne donne pas de règles. Alors, certains l'avaient bien compris. Sade, le divin marquis, hein, il dit la nature, pas du tout, ça va jusque, il n'y a pas de limite. Dans la satisfaction de machin, je peux détruire. Un autre l'avait compris aussi, mais dans un sens plus particulier, avec canalisé, c'est Bernard de Mandeville. Bernard de Mandeville, qui mériterait d'être plus connu. Il est connu, mais mériterait d'être beaucoup plus connu, parce qu'il représente vraiment, je crois, le tournant fondamental de la modernité. Bernard de Mandeville, c'est celui qui a dit la fable des abeilles, que les vices privés engendrent les vertus publiques. Donc le message de Bernard de Mandeville, c'est de dire tout ce qu'on appelait les vertus, etc., tout ça qui sont arbitraires, ce qui était transmis par la tradition, etc., ça n'engendre pas du tout la richesse, mais si vous... Alors donc toutes les sociétés auparavant, au fond, avec beaucoup d'arbitraire et d'injustice, cherchaient à canaliser, à